La Mauritanie est un pays à traditionnelle vocation agro-pastorale. Son immense territoire et sa position géographique entre l'océan Atlantique, le Sahara et le Sahel lui assurent une variété de climats qui ont en commun un ensoleillement exceptionnel pratiquement toute l'année, des terres fertiles et une pluviométrie assez suffisante pour entretenir, malgré son caractère cyclique et aléatoire, un élevage florissant et des cultures saisonnières qui couvrent, dans les meilleures années, une importante partie des besoins en céréales traditionnelles. En outre, les investissements réalisés pour réguler le cours du fleuve Sénégal offrent un potentiel irrigable de plus de 135 000 hectares. À l'indépendance, les Mauritaniens ont choisi d'ériger le symbole de l'unité nationale sur cette vocation agricole. Le mil représentant le sud du pays et le palmier le nord. Évoquons l'évolution du secteur rural en chiffres. Le secteur rural contribue au PIB à hauteur de 17%, absorbe 60% de l'emploi actif au plan national, couvre près de 30% de la consommation nationale en céréales, plus de 30% des besoins en lait et l'ensemble des besoins du pays en viande rouge. En 1960, 95% des Mauritaniens vivaient en milieu rural, selon un mode de vie nomade ou semi-nomade. Aujourd'hui, 95% sont sédentaires et 60% vivent en milieu rural. Symbole de ce changement, l'habitat rural s'est transformé. La tente et la case ont été remplacées par des constructions pérennes en dur, comme le fameux mbar. La grande sécheresse des années 1970, qui a décimé plus de la moitié du cheptel et paupérisé les masses rurales, fut tout à la fois le déclencheur et l'accélérateur de ce mouvement. Depuis l'indépendance, l'État a engagé une série de stratégies pour développer les deux piliers de ce secteur, l'agriculture et l'élevage. Commençons par l'agriculture, pour laquelle l'État a mobilisé l'essentiel des investissements du secteur rural. En 1960, la population, majoritairement pastorale et nomade, réalisait une faible production agricole et l'essentiel des besoins céréaliers était assuré dans le cadre d'échanges transfrontaliers par le biais des caravanes. L'administration publique était peu sollicitée en raison de la faible technicité des moyens d'existence de l'époque. Les services techniques de l'agriculture étaient peu présents sur l'étendue du territoire national, le personnel cadre majoritairement étranger. L'année 1965 marque le début de la mauritanisation du personnel, avec un effectif national spécialisé ne dépassant pas les 20 personnes, toutes catégories confondues. C'est lors de cette première décennie de l'indépendance que l'État, dans un effort de développement de la production de céréales traditionnelles, a lancé la fameuse opération Charrue de Néma. قام المختار وعدل زراعة بشي قال له اوبراسيون شاري، هي الاسم اللي انطلق عليها. مثلا هذا الآلية الحرثة اللي ينقال لها الشاري اللي عادت تستعمل وحرث بها الشرق، وذا اللي نحصد من الزرع فيها مقط الشاف به الكثرة. وعقبت عادت مشكلتها التسويق، ذا اللي نجشت من الزرع ما قد السوق يستوعبوا
أكثر مثلا من استهلاك الوطني، ولا وخمم أصلا في يعدل تسويق تسويق التصدير. Le début des années 70 est marqué par l'apparition de zones de grande production céréalière comme la Volée ou Mbout, qui alimentent un commerce interrégional florissant qui mit fin aux grandes expéditions caravanières vers les pays voisins. C'est aussi la décennie de la grande sécheresse, culminante en 1973, qui déclencha le choix stratégique de l'État en faveur de l'irriguer comme alternative à une agriculture dépendante d'une pluviométrie devenue très aléatoire. L'État prit en charge directement toutes les étapes de la filière irriguée à travers une série d'initiatives comme par exemple la fondation de la Sonader, les institutions de recherche, CNARADA, CNERV, et le lancement des grands périmètres hydro-agricoles comme la ferme risicole de Mpourier, avec la coopération chinoise, et le PPG, avec celle de l'Union européenne, à côté des premiers périmètres villageois installés quelques années plus tôt. Au début des années 80, précisément en 1983, à la faveur d'un bref retour du cycle pluvieux, la Mauritanie affiche une autosuffisance en mil qui ne sera que provisoire, car déjà, les habitudes alimentaires commencent à changer avec l'introduction du blé, via l'aide alimentaire notamment, et la consommation de pain dans les villes. Très vite, une nouvelle période de sécheresse s'installe, ce qui redonne un fulgurant coup d'accélérateur à l'agriculture irriguée, avec la fondation d'un système de crédit géré par une banque publique. L'État continue sa politique d'engagement direct dans la filière. C'est aussi la période où la construction des barrages est lancée pour la captation des eaux de ruissellement. Cependant, les contraintes de l'agriculture irriguée, lourdeur des investissements et de leurs charges récurrentes, coût des intrants, faiblesse du niveau technique des paysans, arriérés de paiement, conduisent à l'essoufflement de cette politique. Ce qui conduit, dans les années 1990, à une révision de fond en comble de cette politique, avec l'arrivée du concept d'ajustement structurel qui libéralise le secteur, avec le désengagement de l'État du circuit de production. Le secteur privé se substitue désormais à celui-là, en aval comme en amont de celui-ci. C'est dans cette période que sont fondées plusieurs entités fédératives de producteurs, ainsi qu'un système mutualiste de crédit agricole, l'UNCASEM. Malgré des résultats positifs, comme l'aménagement de 40 000 hectares, contre 2000 10 ans plus tôt, ces politiques ont montré leurs limites à travers le surendettement des producteurs et l'abandon en jachère de la majeure partie des aménagements hydro-agricoles. Les prémices d'un nouvel essoufflement de la filière pointaient à l'horizon. Mais l'État, comprenant le rôle stratégique de l'agriculture, a engagé en 2009 une stratégie de relance du secteur par la mise en place de solutions appropriées aux principales contraintes soulevées. نقدر نقول عن الزراعة سنوات 80 كانت الزراعة المروية ما هي خالقة شبه ما هي خالقة وخلق قرار حكومي ومن خلاله توجهوا رجال الأعمال إلى الضفة وتباركوا مع الزراعة المروية لأنهم ما كانوا يعرفوها وخلقت قفزة وذيك القفزة خلق فيها ياسر من النجاح وخلق فيها ياسر من قلته اللي من خلاله تمكنت الناس من معرفة الزراعة المروية وياسر منهم تبارك مع تملا فيها وياسر منهم بقلة خبرته مشى عنها به اللي ما كانت عنده خبرة ولله الحمد من الثمانينات إلى 2005
هما تراكموا ياسر من المشاكل على المزارعين من خلالهم هما الديون. Mais l'État, comprenant le rôle stratégique de l'agriculture, a engagé en 2009 une stratégie de relance du secteur par la mise en place de solutions appropriées aux principales contraintes soulevées. Le ministère du Développement rural a entamé la mise en œuvre, du court au moyen terme, d'un programme ambitieux qui vise à rendre notre agriculture moderne, productive et compétitive sur le marché national, sous-régional et international. Il s'agit en particulier d'un allègement substantiel de la dette des producteurs et opérateurs du secteur et de la conduite d'une campagne risicole de 20 000 hectares préparée conformément au calendrier, bien suivie et dont les résultats attendus sont prometteurs. Les politiques de l'État en faveur du secteur irrigué n'occultent pas pour autant les actions nécessaires en faveur des autres volets de la production agricole, comme la mise en œuvre en zone pluviale d'un programme de protection de 275 sites au profit de 268 villages avec fourniture de barbelés et de grillages. Ce programme a permis d'atteindre les objectifs suivants: améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires, lutter contre le chômage en milieu rural par la production d'emplois rémunérés, augmenter la productivité des récoltes en zone pluviale, atténuer les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Passons en revue maintenant le potentiel agricole de notre pays qui, comme vous pourrez le constater, est en mesure de couvrir largement les besoins du pays. De fait, les ressources en terres agricoles cultivables sont estimées à 500 000 hectares répartis comme suit. Le potentiel irrigable de la vallée du fleuve Sénégal et du Gorgol est d'environ 135 000 hectares. On y pratique principalement la riziculture intensive et, depuis quelques années, le maraîchage. La superficie aménagée est d'environ 40 000 hectares, mais à peine moins de la moitié est annuellement exploitée. Les défauts de conception et d'entretien, les méthodes culturales peu adaptées sont à l'origine de cette situation et ont entraîné une dégradation poussée des terres, aggravée par le passage du bétail divagant à la recherche de pâturages verts. La vallée reste cependant la principale zone de production, mais elle est insuffisamment valorisée. Pour le système pluvial, les surfaces varient de 50 000 à 200 000 hectares selon la pluviométrie. Leurs cultures sont limitées aux régions du sud et du sud-est. Le système de décrue, bas-fonds et barrages, repose sur un potentiel principalement situé au niveau des terres inondables du fleuve Sénégal et d'un de ses plus importants affluents, le Gorgol, ainsi que des mares, des bas-fonds et au niveau des barrages. Les superficies mises en culture présentent des variations d'une année sur l'autre qui peuvent être très importantes, allant de 30 000 hectares à 70 000 hectares. Les principales cultures sont le sorgho, le mil et le niébé. Le potentiel de décrue contrôlée est estimé à 13 000 hectares, principalement répartis entre Magama, 9 800 hectares, et Irkiz, 3 200 hectares. En zone oasienne, les surfaces des palmeraies seraient d'environ 9 500 hectares, répartis sur 5 wilayas, Adrar, Tagant, les deux Hauts et la Saba. Le potentiel en zone humide, évalué à 300 000 hectares, représente une source non négligeable de développement économique pour les populations rurales, aussi bien en matière d'agriculture que d'élevage, de cueillette ou encore de tourisme. Parlons enfin de la filière maraîchère, dont la croissance ne doit pas être sous-estimée, malgré une production locale très saisonnière, mais en nette amélioration. De fait, la consommation en légumes, faible et quasiment limitée au milieu urbain il y a une dizaine d'années,
atteint aujourd'hui près de 60 kg par personne et par an en milieu urbain et 25 kg par personne et par an en milieu rural. La demande nationale annuelle en légumes peut ainsi être estimée à 105 000 tonnes et devrait augmenter encore dans les années à venir. Le secteur rural repose sur l'agriculture et l'élevage, deux activités complémentaires car chaque agriculteur est aussi un éleveur. Une tendance qui se renforce avec l'évolution du secteur. مارو ضروري لغذاء الحيوان، والحيوان حد عنده مزرعة ما عنده الحيوان برتا قدر فقط قدر من نتيجة مارو اللي هو حشيشه وربيعه وصيفته. Le sous-secteur de l'élevage génère près de 80% de la valeur ajoutée de l'ensemble du secteur rural. Il a pourtant été jusqu'ici visiblement marginalisé dans les politiques mises en œuvre. Bon, pour ce qui concerne l'étape de 1960 à 1970, en ce moment, moi, j'étais jeune élève, mais j'ai vécu dans un milieu d'élevage. Parce qu'au niveau de Bogué, le service de l'élevage était le service le plus nanti peut-être de la Mauritanie. On y préparait même des vaccins. Entre 1970 et 1980, il y a l'apparition de plusieurs maladies. Particulièrement, il y a eu la peste bovine. Et cette peste bovine-là a beaucoup participé à la décimation du cheptel. Parce que pendant cette période-là, la Mauritanie a perdu beaucoup d'animaux. Et l'État avait mis en place des campagnes de vaccination. Et ces campagnes ont eu des résultats très positifs. Les gens se sont tournés vers l'élevage des dromadaires parce que c'était une espèce plus résistante et ce qui a développé même l'élevage de cette espèce. Les années 90 sont celles des programmes d'ajustement structurel avec un désengagement de l'État, des activités marchandes et un renforcement des structures privées. Les années 2000 voient la mise en place d'un arsenal juridique comprenant surtout un code de l'élevage et un code pastoral. Enfin, c'est en 2010 qu'est annoncée la mise en place d'un inédit crédit de l'élevage. À côté de l'exportation des animaux sur pied, qui rapporte plus de 10 milliards d'ouguiyas par année, les activités liées à l'élevage comprennent plusieurs filières. La production de viande rouge, où la Mauritanie est largement autosuffisante, est estimée à 93 625 tonnes par an, dont 25% de bovins, 33% de camélins, 42% d'ovins et de caprins. La production laitière couvre environ le tiers des besoins. Elle est autoconsommée à 95%. Seuls 5% sont commercialisés. 4 usines nationales s'en partagent le marché. La filière avicole est dominée par 2 systèmes de production. L'un traditionnel, pratiqué un peu partout dans le pays à très petite échelle, et l'autre intensif, à proximité des centres urbains. La production est d'environ 7000 tonnes, dont plus de la moitié est fournie par l'aviculture traditionnelle, le reste par l'aviculture intensive. La filière cuir et peau, qui s'appuie sur un potentiel important, est encore balbutiante et connaît beaucoup de difficultés à s'organiser, malgré des perspectives de croissance justifiées par la demande et les prix très rémunérateurs qu'offre le marché européen. Malgré 50 ans d'investissement public et la mobilisation des partenaires au développement, la production agricole annuelle totale du pays oscille entre 120 000 tonnes en période de sécheresse et 250 000 tonnes en année pluvieuse, couvrant seulement entre 20 et 30% des besoins du pays. Seul le secteur de l'élevage semble bien se tirer d'affaire. Certes, l'élevage traditionnel, dont la croissance n'avait d'autre régulateur que la présence ou non de pâturage, a montré ses limites en raison des variations brutales de la pluviométrie
qui décimait en quelques mois des fortunes amassées sur des années de labeur. Mais l'entrée en masse des hommes d'affaires dans ce sous-secteur, développant un élevage périurbain, a eu pour effet de jeter les premiers jalons de son intégration en l'économie moderne et d'améliorer les conditions sanitaires du cheptel, ainsi que sa protection contre les cycles de sécheresse par l'introduction généralisée d'aliments pour le bétail, tourteaux, céréales, etc. اللي عنده قطعان من الإبل والله من البقر والله من الغنم يموتوا يفرقوا عليه ما قد يبيع منهم شيء يحاني السحابة كان هدجي وبدأت الناس توعى ذاك وعاد اللي عنده 20 بقرة تلحق وبايع منها 2 وبايع منها واحدة إياك يداويها بها وعرف عن هذه هي النتيجة اللي قد تحصل بها التنمية. قضية تحسين السلالة هو الأبقار الموريتانية أكبر بقرة تحلب أخمس لترات، هذه أكبر بقرة وتعود موقفة، وأدنى بقرة من البقرة اللي شفنا من الفريزيان تحلب 12 لتر، وعندنا البقرات الحلبوا 30 و32 وعندنا البقرات يحلبوا 25 واطول الحلبة مولي ما هي واحدة الفريزيان تم تحلبه لين يولد. Aujourd'hui, les deux mamelles du secteur rural, l'agriculture et l'élevage, sont en phase de transition et les prémices de mutation vers une agriculture et un élevage modernes, intégrés dans l'économie mondiale, tant au plan de l'investissement que de l'introduction de nouvelles technologies, sont sensibles. المشروع مستعمل تقنيات جديدة. الآلات كلها اللي هون آلات آخر يعني آلات المجال. Les cultures que l'on réalise sont le riz, uniquement sur les parcelles inondées, et sur les pivots, on réalise du blé, du riz et des fourragères. في البداية ماني خاطر نرجع لتراكمات القطاع ولا أهمية القطاع بالنسبة للوطن ولا مقدراته هي اللي بتتعرضوا عليها جميع التدخلات اللي قمتوا بها. المهم أن نخرصوا المستقبل ونخرصوا شنو هي رؤيتنا لهذا القطاع بالرغم من النتائج اللي راجينا نتحصل عليها في هذه الحملة الزراعية لا تعود نتائج معتبرة. يجبرون إشكالية القطاع نورا تراكماته إشكالية عميقة وتتطلب كثير من الجهود والمثابرة، ولكن الأساس عندنا رؤية واضحة فيه تبدأ بإعادة بناء الجانب الفني للوزارة، مقدرات الوزارة الفنية اللي بدون عامل بشري مكون، بدون عامل بشري عنده قدرات، بدون الإرشاد، بدون البحث ما يمكن يطور هذا القطاع. وهي ظاهر لنا هي أولوية القطاع، إيجاد عامل فني يقد يأطر ويقد يدخل التقنيات الفنية في عملية الزراعة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو فيه بعض من الاختلالات اللي واضحة في توجيه تمويلات في الفترة الماضية كانت كلها موجهة للزراعة المروية، والوزارة لا يصحح هذا الاختلال بإعطاء أهمية للثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية معروف أنها تمثل 80% من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام. وفي أيضا اختلال ثاني وهو أن القمح اللي دولتنا ومواطنين يعتمدوا عليه كأول منتوج يستهلك كله مستورد من الخارج. لا بد من إدخال بشكل واسع هذه الزراعة في أساليبنا الإنتاجية، وهي التجربة بادئينها من هذه السنة ولا يتوسع في السنوات المقبلة. ثم استمرار حماية المزارع بصفة عامة، مكننة الزراعة المطرية جانب كان مهمل والجهود دور تنصب عليه في السنوات المقبلة مع التحكم في المياه. وفيه ملاحظ نقص في المنشآت الزراعية والمنشآت القاعدية لا يتعطاه أهمية أيضا
في السنوات المقبلة. وفي الأخير فهم محور قايم هو محور الشراكة مع المستثمرين الأجانب الخصوصيين والعموميين، والوزارة بادة تعمل عليه في سياسته وفي أولوياته، لأنه نمط جديد للتمويل ونمط لزيادة الإنتاج ونمط التحويل القدرات الفنية. إذن هذه هي المحاور الأساسية اللي لا نعمل عليها في السنوات المقبلة، ونظرا للتراكمات اللي لاحقة كانت مرحلة متقدمة عدلت القطاع في حالة مزرية لا بد من الوقت والجهود. الدور تبدأ تعطي أكلها من السنة، والدور تظهر في الحملة الزراعية، واثقين ذاك، لأن العمل يستمر ويبدأ كيف قلت في البداية بإصلاح العامل البشري، به اللي بدون عامل بشري عنده كفاءة وماشي في الاتجاه اللي لإصلاح البلد، يعرف النتيجة دورته لا محدود، إلا أن واثقين من الأهداف اللي مرسومة إن شاء الله تعالى ندور نتوصل.